Nombreux sont les jeunes qui souhaitent se marier, mais rares sont ceux qui ont les bonnes informations sur le mariage qui est une institution sociale. Dans le but de vous permettre de bien vous préparer psychologiquement avant d'entamer cette nouvelle étape de la vie, nous avons rencontré un conseiller matrimonial qui va nous offrir dans cette vidéo des informations relatives au mariage sur le plan social, religieux et surtout juridique. Avant de découvrir ces informations croustillantes, nous t'invitons à t'abonner à cette chaîne YouTube. D'entrée de jeu, Monsieur Zeba, qu'est-ce que le mariage? Le mariage est la célébration d'une union entre un homme et une femme, célébrée publiquement devant l'officier d'état civil ou reconnue par l'officier d'état civil. Alors, vous avez vu que j'ai pris le soin de séparer en deux volets. Le premier volet, célébré publiquement devant l'officier d'état civil. Autrement dit, la femme et le monsieur ont pris l'engagement de célébrer et de reconnaître leur union en partant devant l'officier d'état civil pour célébrer l'union. Sauf que avant que le code ne rentre en vigueur, il y avait des mariages qui étaient célébrés avant 1990. Donc à l'entrée en vigueur du code des personnes de la famille du Burkina Faso, il est également reconnu à toutes ces formes de mariage qui sont célébrées ou qui ont été célébrées avant 1990 de pouvoir faire donc une déclaration de reconnaissance. Quels sont les principaux rôles de l'homme et de la femme dans le mariage? Alors, quand vous posez la question de savoir c'est quoi les principaux rôles de l'homme et de la femme, alors nous allons répondre à la question selon que c'est le droit ou selon que c'est la société. Alors, en termes de droit, l'homme et la femme sont sur un pied d'égalité. Autrement dit, la loi ne fait pas de différence entre les rôles de l'homme et les rôles de la femme. Mais de façon sociale, nous savons que l'homme est le chef de famille. Donc, son principal rôle, c'est de faire en sorte que le foyer puisse donc, ou le futur foyer, puisse donc se sentir à l'aise, notamment par l'apport des aliments nécessaires pour le bien-être de la famille, la santé, et faire en sorte que, s'il y a un problème dans le couple, qu'il puisse donc avoir une solution le plus rapidement possible. À quel âge peut-on se marier légalement au Burkina Faso et en Afrique francophone en général? Alors, il faut savoir que le Code des personnes de la famille du Burkina Faso dit qu'il est possible pour un homme de se marier s'il a plus de 20 ans et pour la femme si elle a plus de 17 ans. Ça, c'est le Burkina Faso. Mais dans l'avant-projet du Code des personnes de la famille, alors, il y a une harmonisation qui est en vue. Et l'harmonisation consiste simplement à pouvoir ramener l'âge du mariage à 18 ans et pour l'homme et pour la femme. Alors, quand on prend dans la sous-région, nous allons nous rendre compte qu'au Niger, le mariage est possible à l'âge de 16 ans. En Côte d'Ivoire, le mariage est possible à l'âge de 18 ans. Quand on prend également le Togo, le mariage est possible à l'âge de 16 ans. Quand on prend le Mali, le mariage est possible à l'âge de 15 ans. Quand on prend la France, le mariage est possible à l'âge de 18 ans. Parce que si je parle de la France, c'est parce que la plupart des tests ici donc de la sous-région là sont inspirés des codes français. Pour les 16 ans, ça c'est pour la femme. Sinon, pour l'homme, la plupart des tests commencent à partir de 18 ans. Mais au Burkina Faso, il faut avoir plus de 20 ans. Les fiançailles et le mariage religieux sont-ils obligatoires avant le mariage à la mairie? Je vous ai dit simplement que le mariage est la célébration d'une union entre un homme et une femme célébrée devant l'officier d'état civil. En d'autres termes, les fiançailles ou les célébrations coutumières et religieuses ne sont pas obligatoires. Ce sont des faits sociaux qui la société s'engage effectivement à célébrer avant d'aller donc au niveau de la mairie. Sinon, ce n'est pas un préalable
avant d'arriver à la mairie. Dès lors que le consentement est exprimé devant l'officier d'état civil, alors il n'y a pas autre formalité, le mariage est scellé. Étant dans une société, il y a des coutumes et des traditions. Je pense, à mon humble avis, que les gens célèbrent donc les PPS et les mariages coutumiers et religieux parce que tout simplement, depuis que nous sommes monde, donc nos grands-parents ont hérité de ce comportement. Par conséquent, pour pouvoir s'unir, il faut passer obligatoirement par donc la réunion de ces deux familles. Parce que les PPS et autres, c'est l'union de deux familles. Or, quand vous prenez la loi, on vous dit le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme célébrée devant l'officier d'état civil. Ce qui veut dire que dans notre conception traditionnelle, le mariage, c'est l'union de deux familles. Mais dans la conception légale, le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Dites-nous, qui peut célébrer le mariage légal à part le maire? Il faut savoir que le code a pris le soin de dire que c'est l'officier d'état civil. On n'a pas dit forcément le maire. Donc ça veut dire quoi? Le premier adjoint du maire peut célébrer le mariage. Et il y a une possibilité également que le mariage soit célébré dans les ambassades. Donc ça également, c'est une possibilité. Donc ce n'est pas simplement le maire qui a la qualité de célébrer le mariage. Mais celui qui célèbre le mariage, il prend donc la qualité de l'officier d'état civil. Combien de régimes matrimoniaux existe-t-il au Burkina Faso et en Afrique francophone en général? Alors, il faut savoir que le code des personnes de la famille, je passe par le Burkina pour aller pratiquement dans la sous-région. Il faut savoir que dans la plupart des tests de la sous-région, et si je vais m'inspirer également du code des personnes de la famille du Burkina, du Togo, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Niger, on dit que le mariage, en matière de mariage, lorsque vous voulez donc vous marier, vous avez le choix. Si vous n'avez pas opté la séparation des biens, ou si vous n'avez pas fait un contrat de mariage, vous êtes soumis automatiquement à ce qu'on appelle la communauté légale. Autrement dit, à partir du mariage ou au moment où vous voulez vous marier, vous devrez faire un choix. Soit vous voulez être dans la séparation des biens, soit vous ne voulez pas la séparation des biens, mais vous avez pris le soin de faire un contrat de mariage. Mais si vous n'avez pas fait un contrat de mariage, ni opté pour la séparation des biens, alors vous êtes automatiquement soumis au régime de la communauté légale. Voilà, ça c'est la plupart donc des tests de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest en particulier. En parlant de régimes matrimoniaux, quelle est la différence entre biens communs et biens séparés? Les époux ont le choix d'opter la séparation des biens ou faire ce qu'on appelle un contrat de mariage. À défaut, ils seront automatiquement soumis au régime de la communauté légale. Alors, il faut savoir qu'un couple qui opte pour la polygamie, ce couple est automatiquement soumis au régime de séparation des biens. Ça, c'est la première chose à savoir. Alors, donc, si le couple n'est pas soumis au régime de polygamie, ce couple-là peut opter également de faire un contrat de mariage devant donc un notaire. Et le contrat de mariage là, c'est la manifestation de la liberté matrimoniale. C'est vous décidez du contenu de ce contrat. Mais encore que ce contenu-là doit être conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le contrat, vous avez la possibilité de dire qu'au décès d'un époux, l'autre là a la possibilité d'hériter tous les biens. Vous avez la possibilité également de dire dans votre contrat, de vous donner des avantages par rapport à telle ou telle chose. Donc, c'est laissé à la liberté des époux de pouvoir donc concevoir leur contrat de mariage conformément à leurs désirs, encore que ce contrat-là ne doit pas contredire l'ordre public et les bonnes mœurs. Alors, si les époux n'ont pas donc opté cette voie qu'on appelle donc le contrat de mariage, ils peuvent opter donc de ne pas opter un régime. En ce moment, ils seront soumis automatiquement au régime de la communauté légale.
Et la communauté légale veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de la célébration du mariage, les biens que les époux vont acquérir, ces biens-là vont faire partie de la communauté. C'est y compris les salaires, c'est y compris les gains, c'est y compris, par exemple, si vous avez une maison avant le mariage, cette maison-là ne fait pas partie donc de la communauté. Mais les fruits ou les avantages que vous allez tirer donc de cette maison-là, ça va rentrer simplement dans la communauté. Également, les biens que vous avez acquis à titre onéreux, c'est-à-dire vous deux, vous vous êtes associés pour acheter une maison ou bien vous vous êtes associés pour mettre une entreprise en place, alors les biens de l'entreprise appartiennent donc aux deux époux. Attention, on peut être soumis au régime légal, avoir un bien à partir donc du mariage, mais ce bien ne fait pas partie de la communauté, ou ce bien n'est pas un bien commun. Je prends un exemple. Votre papa, avant de mourir, a pris le soin de vous donner une maison. Et quand il a donné la maison, il vous a dit simplement que cette maison-là, je vous donne à titre personnel. Ce n'est pas pour vous deux. Conséquence, ce bien ne fait pas partie donc de la communauté. Également, si vous avez un bien propre avant le mariage, c'est-à-dire votre parcelle, vous vendez votre parcelle pour pouvoir prendre l'argent donc et acheter une autre parcelle. En principe également, ce bien ne fait pas partie de la communauté. Également, vous avez certainement des linges. Voilà, vous avez des habits et tout, des diplômes. Ces biens également ne font pas partie de la communauté. Donc, vous voyez que la communauté légale, c'est la plupart des couples d'ailleurs sont soumis à ce régime parce qu'ils n'ont pas donc un régime particulier. Alors, la séparation des biens, comme son nom l'indique, les biens sont séparés. Les biens sont séparés. Cela veut dire quoi? À partir de la célébration du mariage, chaque époux a la possibilité de gérer les biens comme il veut. Maintenant, chaque époux doit contribuer aux charges du ménage en fonction des revenus financiers de tout un chacun. Autrement dit, si l'homme touche 400 000 francs et la femme touche 800 000 francs, vous savez pertinemment que les contributions aux charges du ménage ne seront pas les mêmes. Donc, il faut préciser également que dans le mariage, comme on a dit, l'homme et la femme sont sur un pied d'égalité. Parce que je parle du mariage civil. Donc, je ne parle pas du mariage coutumier ou religieux. Donc, comme ils sont sur un pied d'égalité, cela veut dire simplement qu'ils doivent contribuer en fonction de leurs revenus. Donc, séparation des biens, les biens sont séparés, chaque époux va gérer ses biens comme il se doit. Mais il faut préciser dans cette partie, vous pouvez être titulaire d'un bien qui est un bien séparé, mais en réalité, vous ne pouvez pas vendre ce bien ni hypothéquer ce bien. Supposons que quand vous vous êtes marié, vous avez choisi un lieu qu'on appelle le logement conjugal. Ce logement conjugal-là, vous avez eu certainement des enfants. Ce logement conjugal ne peut pas faire donc l'objet d'hypothèque ou ne peut pas faire l'objet de vente. Parce que la philosophie ici défendue, c'est quoi? C'est pour pouvoir protéger l'intérêt supérieur des enfants. Si vous vendez le bien, les enfants vont aller où? Donc vous voyez que le législateur a certainement pensé. Donc, séparation des biens, les biens sont séparés, mais vous allez contribuer aux charges du ménage en fonction de vos revenus respectifs. Voilà. Tu regardes la vidéo et c'est intéressant, non? Nous t'invitons maintenant à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater ce type d'informations importantes dans la vie. Continuons. Monsieur Zeba, peut-on changer de régime matrimonial pendant le mariage? Oui, il est possible de changer de régime matrimonial après le mariage. Après l'écoulement de 2 années, on a la possibilité simplement de changer le régime matrimonial. On peut par exemple passer de séparation de biens à communauté des biens ou de communauté des biens à séparation de biens. Selon donc, mais encore faut-il que si ce changement doit intervenir, ça ne doit pas donc porter atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. Nous avons tantôt parlé de polygamie. Y a-t-il une limite de nombre de partenaires dans le régime de polygamie? Le Code a pris le soin de dire, vous pouvez opter la monogamie comme vous pouvez opter pour la polygamie. Donc,
Si vous avez opté la monogamie, si vous voulez aller à la polygamie, il faut prendre le soin de divorcer avant d'aller à la polygamie. Maintenant, si vous avez opté la polygamie, le code n'a pas précisé le nombre donc de femmes à prendre. Parce que la polygamie, dans notre contexte, c'est la possibilité pour un homme d'aller au-delà d'une femme. Donc, conséquence, vous avez la possibilité de prendre 4, 5, 6, 8, 10. Selon donc, votre conviction. Le code n'a pas prévu la polyandrie. Ce que le code a prévu, c'est la polygamie. Et d'ailleurs, dans l'ordre social, il n'a jamais été question de polyandrie. Donc, c'est un héritage que nous avons donc acquis depuis longtemps. L'homme a la possibilité de marier plusieurs femmes, mais encore faut-il préciser que si il a choisi la polygamie et qu'à un moment donné, la femme se rend compte que elle-même elle n'est pas prise en charge ou l'intérêt supérieur du foyer est menacé, elle a la possibilité de s'opposer à ce second mariage. Nous assistons souvent à des conflits lors de l'organisation de certains mariages. Est-il légal d'obliger son futur époux ou sa future épouse à changer de religion avant le mariage? Ça, c'est une très belle question. Il faut savoir que la plupart des cas que nous rencontrons, même rien qu'avant-hier, il y a une fille qui m'a contacté pour me dire que son père refuse qu'elle puisse donc se marier à un monsieur, et le monsieur est catholique, alors qu'elle est musulmane. Alors, mais ce qui est important pour le mariage, ce n'est pas des considérations forcément religieuses. C'est vrai que en parlant de religion, il y a la foi qui va intervenir, parce qu'il y a certaines familles qui disent que je ne peux pas être musulman et permettre à ma fille d'épouser un catholique ou un protestant. Mais ce qui compte le plus, ce n'est pas la religion, c'est ce que les deux vont vivre. Parce que quoi qu'on dise, le mariage, ce n'est pas une simple question d'engagement. Le mariage, c'est parce que à un moment donné, on s'est dit que si je suis avec telle personne, je vais pouvoir être en bonheur. Donc pour moi, et de façon légale d'ailleurs, de façon légale, la religion n'a pas une incidence sur le choix matrimonial d'une personne. Autrement dit, que vous soyez catholique, que vous soyez musulman, protestant ou que vous soyez donc dans la religion coutumière, il n'est pas interdit d'épouser donc le contraire de votre religion. Parce que la loi n'a pas précisé qu'en allant devant l'officier d'état civil, il faut que vous soyez de même religion. J'ai pris le soin de dire ici que le législateur a dit que c'est l'union entre un homme et une femme célébrée devant l'officier d'état civil. Dès lors qu'il y a le consentement, alors vous avez la possibilité de vous unir sans tenir compte des considérations religieuses. Monsieur Zeba, notre conseiller matrimonial, quel conseil avez-vous à donner aux personnes qui souhaitent se marier? Vous savez, il y a une crise qui frappe aujourd'hui le monde du mariage. En l'espace d'une semaine, je vous raconte 3 faits. Il y a une femme qui est mariée à un monsieur à peine 3 ans. Non, 3 mois plutôt, 3 mois. Elle dit que quand elle s'est mariée au monsieur, une semaine plus tard, le monsieur a commencé à sortir au dehors. Et le 7e jour, elle a vu des préservatifs dans la poche du monsieur. Premier élément. J'ai également rencontré un homme qui m'a dit qu'il s'est marié à une fille. Mais la fille a pris le soin de d'utiliser des méthodes contraceptives, c'est-à-dire Norplan. Conséquence, lui, il a fait tout pour pouvoir donc avoir un enfant. Quand il part, on dit non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais en quelque sorte, il y avait une intention cachée de la fille. L'objectif étant donc de créer un problème pour parce qu'ils ont choisi le régime de communauté légale. C'est-à-dire que comme ils n'ont pas choisi séparation de biens ou contrat de mariage, ils ont été soumis au régime de communauté légale. Conséquence, la fille est passée par des manœuvres jusqu'à ce que
lui, il a eu des rapports sexuels avec la meilleure amie de la fille. Et l'affaire même est allée jusqu'en justice parce que tout simplement, la fille a utilisé ça comme un motif. Donc, parce que vous savez que l'adultère et l'infidélité sont des causes de divorce. Donc, elle a pu utiliser toutes ces manœuvres jusqu'à obtenir le divorce. Et le divorce a été prononcé au tort exclusif du monsieur. Et ça n'est suivi effectivement les conséquences de ce tort exclusif. C'est pour dire aujourd'hui quoi? On ne se marie pas parce que tout simplement on veut se marier. On ne se marie pas parce que tout simplement c'est la mode. On ne se marie pas parce que tout simplement on veut faire plaisir à son père ou à sa mère. On ne se marie pas parce que tout simplement l'âge avance. Mais on se marie parce qu'on a une conviction. On se marie parce que tout simplement on veut vivre dans le foyer. Parce que l'erreur aussi, c'est que plusieurs personnes veulent se marier, mais ne veulent pas vivre la vie du foyer. Parce que la vie du dehors et la vie du foyer, ce n'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas être dans un mariage et continuer à vivre comme si vous n'étiez pas dans un mariage. Ce n'est pas possible. Donc, le conseil que j'ai à donner, apprenez à connaître votre partenaire et apprenez à savoir ce que vous voulez réellement. Parce qu'on ne peut pas s'engager pour des futilités. On s'engage parce que tout simplement on a quelque chose d'intéressant. On s'engage parce que tout simplement on a une conviction. On est engagé à pouvoir respecter de façon stricte les conditions du mariage. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté beaucoup d'informations sur le mariage. À très bientôt pour une nouvelle émission.